Et donc j'invite ceux qui ne seraient pas convaincus par la conférence que je vais faire maintenant à rester jusqu'à la fin de la journée, parce que tout s'additionne, et peut-être qu'à la fin, quand même, le regard sur chaque moment en est un peu transformé. Oui, ce que j'ai proposé aujourd'hui, c'est que les discussions tournent autour de la question comme ça de la littérature documentaire. Donc, opposée de manière très sommaire à la fiction, et je vais essayer, voilà, dans 3 temps assez différents, de déplier ça. Pourquoi j'ai proposé ce travail-là? Parce que ma langue natale, disons, c'est le roman. C'est toujours ce que j'ai lu. Et c'est toujours ce que j'ai voulu écrire. Et quand il m'arrivait de lire des livres que maintenant j'appelle relevant de la littérature documentaire, en fait, je ne me posais pas trop de questions. Je les lisais, je pouvais les apprécier ou au contraire me sentir assez loin de ça, mais je ne me posais pas tellement de questions sur ce que ça voulait dire que d'écrire un livre qui allait du côté du document, qui allait du côté du journalisme. Et puis, donc sans le voir venir, je me suis retrouvé à écrire quelques livres qui se rapprochaient beaucoup de ce genre-là. Et notamment donc, le dernier en date, L'âge de la première passe, qui est le récit de 4 années de séjour au Congo à travailler avec des filles des rues. Et puis là, j'en ai terminé un autre qui va paraître au mois d'octobre sur le combat d'ouvriers de la Creuse entre 2017 et 2021. Et qui sont vraiment qui sont des livres absolument sans fiction, qui sont vraiment plutôt des livres qui relèvent de l'enquête, alors que je ne suis pas journaliste et alors que je ne prétends pas faire le travail d'un journaliste. Et donc c'est un petit peu autour de ça que je vais essayer de parler là, pendant cette heure. Là, je sais bien que le dispositif ne le permet pas, parce que c'est très impressionnant. Là, j'ai l'impression d'être dans un amphi de fac très haut sur une estrade par rapport à vous. Et je sais que les dispositifs souvent intimident, mais je vous invite vraiment là pendant l'heure, pas simplement dans le temps d'échange qu'on aura après, mais pendant l'heure, n'hésitez pas à vous manifester, parce que ce que je vais faire là n'est pas le travail d'un universitaire. Je suis juste lecteur, passionné par la vie de la littérature, et donc c'est mon regard de lecteur, mais vous en avez un autre, vous avez d'autres lectures en tête. Et donc vraiment, si à un moment une idée vous semble mal étayée, si vous avez un contre-exemple, ou si vous avez au contraire une lecture qui vous a beaucoup marqué, qui va dans ce sens-là, surtout faites signe, n'hésitez pas à prendre la parole malgré ce dispositif un peu intimidant. Ma parole n'est pas une parole d'autorité, en tout cas je ne veux pas qu'elle le soit. En fait, Evelyne le disait là un petit peu dans son mot d'introduction, est-ce que cette question-là de la littérature documentaire, est-ce que c'est un genre nouveau ou pas? Et je vais justement commencer par faire un long parcours historique avant d'en venir à quelques livres qui m'enthousiasment particulièrement. Un parcours historique pour justement montrer d'où vient cette idée-là, d'où viennent ces livres-là. En fait, si on regarde bien l'histoire littéraire, il y a toujours eu des livres qui entretenaient un rapport avec le réel, avec le dehors, qui entretenaient un rapport très fort avec ce réel et ce dehors. La littérature n'a pas, par exemple, uniquement eu vocation dès le départ à s'occuper de la fiction, de l'imaginaire, etc. Pas du tout. Pendant très longtemps, dès le Moyen-Âge, il y a eu par exemple des chroniques, certaines sont encore lues aujourd'hui, et le genre des chroniques ou le genre des mémoires étaient des genres très très identifiés, et que justement on pourrait rapprocher de ça un petit peu aujourd'hui. Alors dans l'idée de mémoire, il y a l'idée de raconter sa vie, mais il y a aussi l'idée de la documenter justement. Quand on prend par exemple les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, il n'y a pas que du récit là-dedans. Par exemple, il y a des passages complets dans lesquels il recopie des dépêches, des rapports diplomatiques qu'il pouvait faire, etc. Donc il y a des passages qui sont très arides et qui ressemblent presque à on a l'impression que Chateaubriand veut déplier ses archives. Et donc on n'est pas uniquement du côté de la mise en scène de soi dans l'histoire, c'est souvent un petit peu plus compliqué, un peu plus aride, un peu plus brut que ça.
Et donc ces mémorialistes font que on a une espèce de catégorie qui n'est pas encore le travail d'un historien à proprement parler, de manière un peu scientifique, ça va apparaître plus tard. Et pendant longtemps, voilà, entre les chroniques et les mémorialistes, ce sont les vrais documents d'histoire, mais qui sont lus comme des œuvres littéraires quand ce sont des livres sidérants. À côté de ça, il y a des œuvres qui ont un statut un peu plus bâtard. Et par exemple, il y a cette lecture qui est surprenante d'Agrippa d'Aubigné, un très très long poème en vers qui s'appelle Les Tragiques, et qui est un poème en fait qui, dès le départ, n'a pas tellement été lu pour ses vertus poétiques, mais plus parce qu'il s'agissait des guerres de religion. Et qu'on le lisait donc, et on le lit encore aujourd'hui, très souvent pour cette raison-là. Parce que justement, il documente à chaud cette question, cet événement très traumatisant qu'ont été les guerres de religion. Et puis, à côté de ces livres qu'on lisait pour d'autres raisons que pour leur vertu littéraire ou politique, il y a quelques ovnis, mais il y en a très peu. Alors peut-être que vous, justement, vous en auriez d'autres en tête. J'en ai un, moi, en tête, c'est le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, qui est un livre très, très, très surprenant pour son temps, qui, je pense, est un livre qui n'avait pas beaucoup d'exemples. Ça se présente vaguement comme une fiction, alors qu'en fait, c'est un livre qui est vraiment fait de bric et de broc, que Daniel Defoe, donc l'auteur de Robinson Crusoe, écrit de bric et de broc, où il mélange des souvenirs d'un oncle qui a vécu cet épisode de peste à Londres, qui est rapporté dans le journal de l'année de la peste, mais c'est aussi un travail d'enquêteur, presque aussi un travail administratif sur les questions sanitaires, sur les questions d'organisation de la cité en cas d'épidémie, etc. Et donc c'est un livre très très curieux dans ses motivations. On n'est ni du côté du roman, on n'est pas du tout du côté du poème, mais le genre journalistique ramassé comme ça dans un livre n'existe pas encore. S'il avait existé, peut-être que Daniel Defoe aurait fait un travail qui s'apparenterait plus à un travail d'historien ou de journaliste. Mais à l'époque, il fallait encore que ça passe par une espèce de narration avec une tonalité un petit peu romanesque. Et donc on a comme ça un livre très étrange qui ne ressemble à rien. Si on continue d'avancer un petit peu dans le temps, il y a évidemment au XVIIIe le grand épisode des Lumières qui n'est pas un épisode uniquement français, pas du tout, et qui est un épisode très surprenant sur le plan presque de la littérature, des idées, mais presque aussi de la sociologie des choses. Pourquoi ? Parce que les grands représentants des Lumières, en tout cas en France, si on prend par exemple Rousseau, Diderot, Voltaire, ne sont pas nés fortunés, ne sont pas nés aristocrates. Ils viennent au contraire d'un milieu des fois petit bourgeois, tout petit bourgeois. Et ça, c'est le début d'une très très grande évolution dans la sociologie littéraire. C'est-à-dire que jusque-là, il n'y a que des rentiers, que des aristocrates qui s'attachent à l'activité littéraire. En particulier, justement, du côté du réel, comme ça, les mémorialistes sont évidemment, la plupart du temps, quasi uniquement des grands aristocrates. Et là, donc, avec les Lumières, il y a tout d'un coup un vent de démocratisation à l'intérieur de ça, qui s'accompagne aussi d'une grande curiosité pour le réel, qui n'était pas le cas dans la littérature auparavant. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, tout d'un coup, elle est portée par une espèce de fascination pour le réel le plus concret. Le début de la technologie un peu élaborée, donc avec les planches, etc. Le début de certaines sciences qui commencent à sortir un peu de l'aspect superstition et magie et au contraire à essayer vraiment d'analyser le réel de manière un peu scientifique, chimique, mécanique. Et donc là, tout d'un coup, c'est comme si un petit peu on était à l'aube d'un nouveau regard, d'un nouveau monde et d'un nouveau regard sur le monde. Et ça s'accompagne sur le plan littéraire d'une autre évolution, c'est-à-dire que là où les personnages étaient plus facilement des personnages pareils qui venaient du monde aristocratique, puisque les auteurs venaient aussi de ce monde-là, donc par exemple la princesse de Clèves de manière évidente, et bien pendant les Lumières, tout d'un coup vont apparaître
via des formes comme le roman comique, vont apparaître des personnages qui ne le sont pas du tout, qui sont vraiment des personnages tirés de la rue. Un exemple qui me fascine beaucoup, c'est le neveu de Rameau de Diderot, qui est un espèce de type comme ça, un espèce vraiment d'hurluberlu, un peu ivrogne, un peu fantasque, grande gueule, qui raconte n'importe quoi, qui donne l'impression d'avoir vécu 10 000 vies, que le narrateur rencontre toujours au café. Donc là, tout d'un coup, la littérature s'empare de personnages ou de sujets qui ne sont plus du tout des sujets ou des personnages nobles. Nobles dans le sens édifiant. Tout d'un coup, on est face à des personnages dont on ne sait pas du tout s'il faut les réprouver, si au contraire on a quand même le droit d'être fasciné par eux, etc. Et ce mouvement-là, évidemment, il va être incroyablement encouragé et entériné par la Révolution, puisque la Révolution, quelles que soient toutes les analyses un peu sociologiques qu'on peut faire sur les révolutionnaires, de dire est-ce que c'était vraiment le peuple, est-ce qu'au contraire c'est plutôt la petite bourgeoisie qui a fait la Révolution, peu importe, c'est quand même symboliquement, de manière éclatante, le surgissement là aussi du peuple. Et donc ça a été un tel tremblement que ça ne pouvait pas rester sans conséquence sur la littérature et sur ce qui allait s'écrire. Sauf que quand les événements ont cette importance-là, on les digère lentement, on ne peut pas les digérer immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est pas dès 1790 que tout d'un coup pouvaient apparaître des livres qui tenaient compte de la Révolution. Il faut beaucoup plus de temps pour que justement notre façon de regarder le monde, notre façon de le recevoir change. Il faut 40, 50 ans. Et justement, quel est le premier homme qui va enregistrer cet immense tremblement? Pour moi, c'est un peu Chateaubriand, justement. Les Mémoires d'Outre-Tombe paraissent très très tardivement, à la fin de sa vie, en 1848. Et je crois qu'il meurt en 1849 ou en 1850, je ne sais plus. Et Chateaubriand le dit dans le titre, les Mémoires d'Outre-Tombe, en fait, ça consigne la fin d'un monde. Mais la fin d'un monde sur absolument tous les plans. Sur le plan politique, évidemment, ce qui affleure en permanence dans le livre, mais aussi sur le plan sociologique, c'est-à-dire le monde duquel il est issu, lui, petit aristocrate de province au nord de Rennes, ce monde-là il disparaît avec lui. Et obligatoirement, il y a tout un rapport à la littérature aussi qui va disparaître avec lui. C'est-à-dire que les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est un peu les derniers rayons de soleil d'un soleil magnifique, parce que c'est une œuvre vraiment très très impressionnante, mais c'est les derniers feux de ce soleil-là, quoi. Ensuite, la littérature va fonctionner avec un autre carburant, d'une certaine manière. Notamment ce qui apparaît dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qui moi me passionne beaucoup, c'est quelque chose qui va devenir l'obsession du 19e et du 20e siècle. C'est curieusement, parce que c'est pas souvent que l'on présente ça pour Chateaubriand, c'est la capacité à penser contre soi. La capacité à introduire dans une œuvre une part de doute. Avant, les auteurs venaient donc de ce milieu aristocrate qui était au pouvoir et étaient donc très très sûrs du monde qui était le leur. Il y avait une espèce de tranquillité quant à la marche de la vie, un peu. Avec Chateaubriand, ce que Chateaubriand consigne, c'est justement l'effondrement de toutes ces certitudes-là. Mais ce qui est admirable chez lui, c'est que il ne le dit pas en regrettant ça. C'est-à-dire que c'était un type si intelligent, si puissant, qu'il était capable de dire « Ok, le monde m'éjecte, la société démocratique qui est en train d'apparaître n'est pas la mienne. » Et ce faisant, il aurait pu décider de taper sur ce monde-là, d'être en permanence un critique violent de ce monde-là. Et en fait, la grande puissance des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est que ce long texte abonde en moments où Chateaubriand reconnaît au monde qui est en train d'apparaître, reconnaît une intelligence et une force. Je vous invite, si vous voulez, à relire juste les 10 pages qui concernent la prise de la Bastille. C'est à la fois un texte moqueur, mais gentiment moqueur,
Et c'est un texte qui se termine par un paragraphe éblouissant où il dit que l'on s'est tous trompés sur l'analyse de cet événement, la Révolution française, la prise de la Bastille. Il dit on s'est trompé parce qu'on a voulu s'arrêter à l'événement et en voir le côté sanglant, et on n'a pas su voir l'intelligence des siècles futurs qui perçaient sous ces ruines. Et bien ça ne peut pas être un réactionnaire qui dit ça. C'est pas possible. Un réactionnaire passe son temps à contester que le présent ou le futur ait une quelconque intelligence. Et là, lui, alors qu'il est le plus mal placé pour justement concéder ça, puisqu'il y a des gens dans sa famille qui ont été guillotinés, son frère, etc., et bien en fait, il réussit à faire cet effort intellectuel-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans le livre, on peut trouver quelqu'un qui s'exprime et qui dit « Voilà quel était mon monde ». Et ce monde-là est fracturé par quelque chose qui arrive, quelque chose qui est en train de se mettre en place, et pourtant, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je n'avais pas obligatoirement raison. Je ne viens pas d'un monde qui avait obligatoirement raison. Et peut-être que le monde qui nous conteste, c'est peut-être lui qui a raison. Peut-être que les Français ont raison de vouloir une société démocratique et peut-être ont-ils raison de ne plus vouloir un roi. Alors il ne le dit pas du tout aussi clairement, mais quand même, il n'est pas très loin d'être capable de dire une chose pareille. Ce qui est très inattendu venant de lui. Ce surgissement du doute dans la littérature, c'est quelque chose de très très surprenant. C'est un mouvement très très puissant. Le fait que tout d'un coup, quelqu'un qui parle dans le livre puisse ne pas être quelqu'un qui a obligatoirement raison, ça c'est une énorme révolution. Et on va mettre longtemps à entendre cette évolution-là. Aujourd'hui encore, quand on ouvre un livre, le livre, on lui confère tout de suite, en tant que lecteur, on lui confère tout de suite une autorité. La personne qui s'exprime dans le livre, on pense d'emblée qu'elle a raison et on va la suivre. Il faut vraiment qu'elle nous énerve beaucoup pour que tout d'un coup on commence à prendre nos distances avec ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai un frère qui est pas du tout lecteur, mais qui fait à chaque fois l'effort de lire mes livres. Un jour, je lui donne un livre que j'avais écrit pour adolescents, dans lequel je raconte l'année d'une adolescente de 13 ans, l'année où elle a ses règles, où son corps se transforme, etc. Et mon frère m'appelle ensuite au téléphone et puis il me dit « Mais comment tu as pu décrire ça de manière aussi juste, aussi forte, etc. » Et je lui disais « Mais t'en sais rien que c'est juste, en fait. T'es pas une fille, je suis pas une fille, enfin, on n'en sait rien du tout. » Mais sauf qu'en fait, c'était l'autorité de l'écrit et du livre qui s'imposait à lui. Et donc, obligatoirement, raconter dans le livre, ben, c'était juste, c'était pertinent, j'avais réussi à me mettre dans la tête d'une fille, alors qu'en fait, ni lui ni moi ne pouvions l'affirmer. Et donc, pourtant, vous voyez, le surgissement du doute dans la littérature, il est déjà très ancien. Mais on continue comme ça Ensuite, dans l'étape d'après, un petit peu pour continuer de tisser ces liens entre la littérature et le dehors, la littérature et le réel, et voir arriver comme ça ce genre documentaire, il y a, à compter du 19e siècle, il y a la multiplication des récits de voyage. Alors évidemment, on trouvera toujours dans l'histoire des exemples qui datent d'avant le début du 19e siècle, mais c'est quand même à ce moment-là que les auteurs vont se mettre réellement à beaucoup voyager. Ils vont découvrir qu'il existe une autre partie du monde, qu'il existe d'autres parties du monde. De manière symptomatique, on a les essais de Montaigne, et pendant 200 ans, dans comment on appelle ça, pas une valise, mais une malle, le manuscrit de son voyage en Italie est resté pendant 200 ans dans une malle. Ni lui ni sa famille ne se sont souciés de ce manuscrit-là, et qui n'a été publié une première fois qu'en 1750 ou quelque chose comme ça. On sait par exemple que quand Madame de Sévigné passe les Alpes, elle tire les rideaux parce que le paysage des Alpes ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est à la fin du 18e, au début du 19e, qu'il y a une sorte de révolution, c'est-à-dire le dehors apparaît. Et c'est pas une petite révolution. Les récits de voyage, vous avez par exemple le voyage en Orient de Nerval, vous avez les récits de voyage de Flaubert plus tard. Il y en a beaucoup, et Chateaubriand n'a pas été le dernier puisqu'il a écrit justement l'itinéraire de Paris à Jérusalem.
À côté de ça, il y a des révolutions qui sont des révolutions uniquement littéraires, mais qui vont aussi avoir des conséquences sur ça. Par exemple, si vous prenez toutes les grandes déclarations de Victor Hugo, dans toutes les disputes justement pour imposer l'esthétique romantique, par exemple, il y a ce vers célèbre de Hugo dans lequel il dit qu'il a voulu mettre un bonnet rouge au dictionnaire. On l'a tous appris plus ou moins à l'école. En fait, ce que veut dire cette chose-là, c'est une chose très, très radicale, très, très provocante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de faire entrer le vocabulaire le plus courant dans l'espace littéraire, ou en tout cas, ne plus utiliser toute une partie du vocabulaire qui ne voulait plus rien dire, qui était vraiment estampillé littérature. Donc par exemple quand il dit j'ai dit à ce long fruit d'or mais tu n'es qu'une poire, c'est vraiment ça, c'est arrêter de surécrire, essayer de faire que les mots soient plus en prise, les mots qu'on va utiliser dans l'espace littéraire soient plus en prise avec le dehors le plus prosaïque. Donc là aussi, c'est inviter les écrivains, les auteurs, les autrices, c'est les inviter à mieux regarder, à mieux rendre compte du dehors. Donc ça se passe encore dans le cadre du poème pour Victor Hugo, dans le cadre du théâtre pour Victor Hugo, dans le cadre du roman pour Victor Hugo, mais pour Victor Hugo aussi, ça se passe dans le cadre par exemple de ce très gros volume qui s'appelle Choses vues, qui est un mélange de récits de voyage, de notes de voyage, de réflexions, de choses vues qu'il a pu vouloir consigner. À côté de ça, on a aussi les deux grands courants du 19e siècle, à côté du courant ou de l'école romantique. Il y a tous les livres que l'on dit réalistes et ensuite naturalistes. Pareil, on les a tous étudiés à l'école. Mais là aussi, on voit avec ces auteurs-là, on voit tout d'un coup que la différence entre la fiction et ce qui relève de l'enquête sociale, par exemple, cette séparation-là, elle commence à devenir très floue. C'est-à-dire que beaucoup de gens estiment que Zola, c'est l'inverse de la poésie, précisément parce que c'est trop trempé de réel. Et donc, résultat, on va aussi mettre en scène le fait que Zola enquêtait. On va publier ses carnets. Peu de temps après sa mort, on va commencer la publication des fois de ses carnets, pour montrer que l'espace entre la fiction et l'enquête du journaliste devient vraiment difficile à préserver. Les deux commencent à être un peu tuilés. Mais avant ça, il y a déjà Stendhal aussi, avec ses romans, les trois principaux, qui sont à la fois des merveilleuses œuvres de fiction, avec des personnages qui sont parmi les plus beaux personnages de l'histoire littéraire, et qui sont des personnages inventés, Julien Sorel, Fabrice Del Dongo, Lucien Leven, c'est des personnages sublimes. Mais quand on revient vraiment à la lecture de ces romans-là, on est sidéré, notamment Lucien Leven, mais c'est valable aussi pour la Chartreuse de Parme. Mais disons Lucien Leven, on est sidéré par la dimension enquête sociétale de ces livres-là. Par exemple, Lucien Leven vient d'une très grande famille, d'un banquier qui a beaucoup d'argent, et qui, étant obligé d'en passer par le métier des armes un petit peu, et qui se retrouve dans des villes de garnison de l'Est, à Nancy, à Besançon, je crois, et qui est invité, comme il est fortuné, il est vite invité par les gens qui comptent dans ces villes-là. Et en fait, c'est l'occasion pour Stendhal d'écrire des centaines de pages, parce que Lucien Leven, ça fait 800 pages, des centaines de pages sur les différents courants politiques qui trament la population. Alors, les orléanistes, mais à l'intérieur des orléanistes, il y a encore différentes chapelles, les légitimistes, les républicains, et à l'intérieur des républicains, qui est qui, etc. Et en fait, c'est ça qu'il va mettre en fiction. Plus encore que le parcours de son personnage, la véritable intrigue dans Lucien Leven, ou même un petit peu dans la Chartreuse de Parme, c'est faire une espèce de radiographie hyper précise de la société de son temps. Comme si aujourd'hui, vraiment, je faisais tout un roman pour mettre en scène les gens de la République En Marche, les gens des Républicains, qui c'est, d'où ils viennent, comment ils pensent, comment ils réagissent, qui est-ce qu'ils rencontrent, quelles sont leurs habitudes de vie, etc. Aujourd'hui, je pense que si j'écrivais ce livre-là aujourd'hui, il y a toute une partie du public que ça n'intéresserait pas, c'est-à-dire ça semblerait beaucoup trop prosaïque.
Et pourtant, on est capable de se passionner, justement, enfin moi en tout cas, ça a été mon cas, de se passionner pour Lucien Leven. Et pourtant, c'est vraiment exactement la même chose. Alors évidemment, il y a le génie de Stendhal qui rend plein de situations incroyablement drôles, qui est capable d'inventer des réparties magnifiques, etc. Donc bien sûr que ça ajoute à la lecture, mais il y a beaucoup de gens qui, sur la base de ce résumé-là du livre, diraient très peu pour moi. Et il y a ce truc dans Stendhal aussi qui va être très déterminant pour faire apparaître cette littérature documentaire. Plusieurs fois, Stendhal va utiliser dans des textes critiques, il va dire ce que le roman doit être d'après lui. Et il va utiliser cette image qui est devenue très célèbre. Il dit c'est un roman, c'est un miroir que l'on promène le long de la route. Et qui donc reflète la réalité, qui reflète les bords de route, et qui rend compte du réel. Mais il y avait quelque chose à entendre dans cette phrase-là qui est vraiment ce que ça a de passionnant, je trouve. C'est que quand vous regardez ça dans un miroir, toutes les lignes sont décalées, toutes les lignes sont tordues. C'est-à-dire que ça n'est pas le reflet strict de la réalité qu'on a sous les yeux ou qu'on est en train de présenter au miroir, c'est toujours décalé. Il y a un changement de perspective. Et ce changement de perspective, je vais en reparler ensuite en vous présentant quelques livres qui me passionnent. Ça laisse la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que faire un travail de restitution du réel ne veut absolument pas dire faire quelque chose d'objectif. Ça n'est pas parce que je vais évacuer mes sentiments, ma façon de regarder le monde, qui je suis, etc. C'est pas parce que je vais évacuer ça du livre que le rendu sera pour autant exactement celui de la réalité. Il y aura toujours un biais. Donc voilà, cette idée de biais, je vais beaucoup revenir dessus tout à l'heure. Je n'ai pas lancé le chrono, donc ouais. Mais de toute façon, on a commencé un quart d'heure en retard. Je réclame ce quart d'heure que... Voilà. Vous n'allez pas me le sucrer, ce quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe aussi au 19e et qui va être le grand Satan pour tous les artistes, pour les poètes, pour les romanciers, c'est toute cette bourgeoisie d'affaires industrielles qui apparaît et qui prend le pouvoir au long du 19e siècle, qui fait fortune, qui évacue l'aristocratie qui avant avait le contrôle un peu des choses. Évidemment, cette bourgeoisie-là ne va pas laisser tranquilles les artistes et elle va vouloir occuper le même terrain qu'occupait l'aristocratie, c'est-à-dire passer des commandes. Alors ça ne va pas se passer de la même manière, c'est-à-dire que ce ne sera pas des commandes en bonne et due forme, comme on pouvait aller voir un peintre en lui disant voilà pour telle mairie je te commande une immense fresque, etc. Ça ne va pas se passer de la même manière, mais par contre les bourgeois vont passer leur temps à édicter ce que devraient être les œuvres d'art. Et grosso modo, les propositions qu'ils font ou les choses qu'ils demandent à ces artistes, c'est évidemment assez laid. C'est-à-dire, je voudrais une grande fresque qui dira les mérites de l'industrie aujourd'hui en France. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, ça ne va pas inspirer grand monde, ni du côté de l'écriture, ni du côté de la peinture. Et donc très vite, le 19e siècle va être un immense champ de bataille entre cette bourgeoisie-là qui est aux commandes, qui a l'argent, qui a le pouvoir, et les artistes qui se refusent à servir à ça. Évidemment, l'auteur le plus connu, celui qui va le plus monter au créneau contre la bêtise de ces nouveaux puissants, c'est évidemment Flaubert, qui va passer son temps dans ses livres à vouloir assassiner, égorger cette bourgeoisie-là. Que ce soit Madame Bovary, que ce soit l'éducation sentimentale, que ce soit évidemment Bouvard et Pécuchet, à chaque fois son but, c'est de montrer à quel point cette bourgeoisie-là est inculte, idiote, incapable d'être pleinement vivante, incapable d'être tournée du côté de la vie, etc. Mais il y a un paradoxe qui, moi, qui me fascine chez Flaubert. Quand on lit sa correspondance, qui pareil a été publiée très peu de temps après sa mort, donc il passe son temps à gueuler contre cette bourgeoisie-là, il passe son temps à s'en moquer très violemment, de manière très très acide, et sans peut-être bien s'en rendre compte, il passe son temps aussi à lui donner des gages, c'est-à-dire
il passe son temps à essayer de dire à quel point il travaille, à quel point la littérature c'est un travail. C'est-à-dire, il veut à tout prix répondre aux bourgeois qui pensent que les artistes sont des parasites. Il veut à tout prix répondre aux bourgeois qui pensent qu'un poème, ça ne sert à rien du tout, il y a beaucoup plus important à faire, etc. Et en fait, il rentre dans les valeurs de cette bourgeoisie-là, qui veulent que les œuvres d'art se soient utiles, qui veut que les œuvres d'art se soient nécessaires, ça serve à quelque chose. Et donc, à passer son temps comme ça, à répondre qu'il travaille, qu'il est cloué à son bureau, qu'il ne peut rien faire d'autre, que même il se met très souvent dans une espèce de posture sacrificielle, c'est-à-dire il ferait mieux d'aller vivre, il ferait mieux de se balader, il ferait mieux de jouir, etc. Mais non, il a ça à faire, ça s'impose à lui. Donc d'un côté, il réfute la bourgeoisie, de l'autre côté, en fait, il cherche à lui donner des gages. De l'autre côté, il cherche à lui prouver que c'est bien sérieux ce qu'il fait. Flaubert meurt en 1880. Et grosso modo, ça correspond à ce moment où la seconde révolution industrielle s'impose, avec des changements qui vont durer jusqu'à la Première Guerre mondiale d'une certaine manière. C'est-à-dire que se met en place à ce moment-là quelque chose qui est complètement fou. Pourquoi? Parce que ça n'est plus du tout à la mesure d'une vie humaine. C'est-à-dire que la fabrication de la marchandise, la mise en place du commerce, la circulation de l'argent, jusqu'au milieu du 19e siècle, on pouvait encore assez facilement comprendre comment ça se passait. À partir de 1880, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire que quand vous visitez une usine en 1890 ou une mine, vous ne voyez pas du tout de suite le produit transformé, vous ne comprenez pas quel est le circuit de l'argent qui a permis cette mine et quel argent ça va produire derrière, parce qu'il faut en passer par la bourse. Et donc il y a quantité de processus qui se mettent en place, qui ne sont plus du tout à la dimension humaine, et qui font qu'en tant qu'observateur, on ne maîtrise plus du tout les tenants et les aboutissants de ce qu'on a sous les yeux. Alors qu'avant, si vous visitiez par exemple, je ne sais pas, j'invente une briqueterie, peut-être que le commerce était juste à côté et qu'on voyait bien que l'argent partait directement dans la tête du propriétaire de la briqueterie qui vivait sur place. Là, tout d'un coup, tout s'étire, tout devient plus opaque, plus bizarre. La circulation de l'argent qui a tellement fasciné Balzac, dans Balzac, ça commence à devenir assez compliqué. C'est-à-dire que Balzac passe beaucoup de temps dans les romans à expliquer d'où vient la fortune d'un tel et d'un tel, en faisant quel placement, en utilisant quelle rente, etc. Mais voilà, même en tant que lecteur aujourd'hui, ça ne nous semble pas toujours simple à bien suivre. C'est le moment où ça commence à nous échapper. C'est le moment où on commence, en tant qu'observateur, à ne plus pouvoir décrire la totalité de ce qui se passe pour les gens. Et évidemment, ce mouvement-là, il culmine dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le déchaînement, l'industrialisation de la mort dans la Première Guerre mondiale, le déchaînement de bombes, d'obus, la production industrielle de tout ce matériel de guerre, la capacité à arriver à des chiffres de morts aussi importants, c'est quelque chose qui va sidérer la population. Dans les mêmes moments, les Européens qui visitent les États-Unis, qui découvrent par exemple Chicago avec les immenses abattoirs pour la viande, ou alors les sites industriels, par exemple dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline qui date de 1932, le passage qui concerne justement l'industrie aux États-Unis quand ils visitent les usines, ou Chaplin dans les temps modernes, tout ça, ça dit tout le temps la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est-à-dire que l'observateur, l'auteur, le réalisateur sont devant ces choses-là, devant cette marche du monde, avec des grands yeux écarquillés. C'est-à-dire qu'on n'y comprend plus rien. Ça nous dépasse complètement. Il y avait déjà ça dans Zola, au Bonheur des Dames, c'est l'accumulation de la marchandise. C'est-à-dire, mais qui achète tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'où ça sort tout ça? Donc cette période-là, de 1880 à 1920, est une période qui va là aussi avoir des conséquences folles sur les gens et sur la façon de regarder le monde et sur la capacité des écrivains à décrire le monde. J'en veux pour preuve que exactement dans les mêmes années, 1900, 1920, en littérature va apparaître une
sorte de technique, c'est pas vraiment une école, c'est une technique plutôt. Le courant de conscience, le monologue intérieur. Et là, c'est un changement radical. Pourquoi? Parce que jusque-là, grosso modo, la littérature s'écrivait avec un narrateur qui, la plupart du temps, était extérieur à l'histoire. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était par là à peu près, et qui nous regardait tous, qui me regardait moi, qui vous regardait vous, et puis qui pouvait rentrer dans nos têtes, et qui pouvait comprendre exactement comment on vivait, et qui me manipulait moi dans ce que je voulais dire, etc. Sauf que là, avec ces monologues intérieurs qui se multiplient, notamment dans la littérature anglaise, avec Joyce, avec Virginia Woolf, qu'est-ce qui se passe? On est dans la tête de quelqu'un. Ça veut dire on est dans la tête de quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'hyper intelligent, mais ça peut aussi être quelqu'un de complètement idiot. Donc là, c'est le truc le plus connu, c'est dans Faulkner, dans le bruit et la fureur. Les 100 premières pages du bruit et la fureur, c'est le monologue d'un... Voilà, il y a marqué Benji, donc Benjamin, mais on n'a aucune indication, on n'est absolument pas prévenu. Et les lecteurs de 1930 qui ouvrent le livre ne comprennent absolument rien à ce long texte d'une centaine de pages. Pourquoi? Parce qu'en fait, Benji est un idiot. On est dans la tête d'un idiot. Mais d'un idiot, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait presque le décrire autiste, en fait. C'est-à-dire, pas un idiot au sens, il est bête, au sens où il est dans un état de panique permanent par rapport au réel, par rapport à ce que lui disent les gens autour de lui, etc. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, des fois passe son temps à crier, ou alors qui fait des fixettes sur certaines choses, sur les culottes sales de sa cousine, sur l'odeur des filles, et ça c'est des choses qui reviennent tout le temps. Mais en tant que lecteur, alors maintenant on est prévenu, mais en tant que lecteur en 1930, c'est tellement déstabilisant. On était tellement habitués que quand on ouvrait un livre, on avait un point de vue intelligent sur le monde. On avait quelqu'un qui nous disait voilà comment fonctionne telle mine, voilà comment fonctionne tel grand magasin, voilà comment fonctionne tel salon mondain, etc. Et donc là, comme ça, avec tout ce début du XXe siècle, c'est tout ça qui vole en éclats. C'est-à-dire que tout d'un coup, un livre, ça n'est plus du tout un endroit où le monde va un peu se stabiliser pour le lecteur, qui va donner des clés de lecture au lecteur, en lui disant voilà comment il faut comprendre le monde, voilà comment il faut comprendre les personnages, etc. Voilà ce qui régit la société. Au contraire, on est dans le désordre d'une tête. Et ça, c'est une révolution colossale, absolument colossale. Et ça vient au moment, justement, où tout d'un coup, le monde prend des dimensions, l'activité économique, l'activité marchande prennent des dimensions absolument faramineuses, qui échappent aux gens. On comprend très bien que ça aille au même moment. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans la tête de quelqu'un et on est perdu parce que la personne elle-même est perdue. C'est plus un récit qui est bien raconté. Si vous prenez Virginia Woolf, si vous prenez Joyce, le monologue de Molly à la fin de Ulysse, voilà, c'est tout d'un coup, c'est un passage qui est bien construit parce que le personnage y suit bien une idée précise et puis ensuite c'est des notations. Ah, il faut que je pense au fleuriste. Ah, zut, j'ai encore fait une tâche, etc. Donc le point de vue du narrateur omniscient devient complètement impossible comme ça au début du XXe siècle. C'est ce qui est dit par cette littérature-là. Et oui. En parallèle avec ce que vous venez de décrire, c'est là aussi la naissance des romans policiers, où tout se remet en ordre et tout se remet en logique. Exactement. Alors qui se remet en ordre ou vous avez complètement raison. En fait, c'est ça la fortune du roman policier, c'est justement que ça se remet en ordre à la fin, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on sait qui est l'assassin, on a compris finalement pourquoi il y a eu un meurtre, etc. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi du roman policier, qui apparaît avec Edgar Poe et puis, mais qui devient un genre vraiment plus tard, c'est surtout qu'il y a à enquêter. Il faut enquêter. On ne comprend rien, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Exactement, ouais. C'est l'autre versant, c'est un versant plus rassurant, mais en fait, ça part de la même chose. Il y a besoin d'enquêter, on ne comprend plus rien. Exactement. Et qui va un petit peu dans le même sens, apparaît toute une génération aux États-Unis de romanciers qui sont aussi journalistes. Alors, par exemple, vous avez Hemingway, c'est le plus connu dans ce genre-là. Donc, c'est-à-dire, oui, ils sont auteurs de fiction, oui, c'est estampillé roman, mais c'est aussi eux qui fournissent les grands journaux américains en enquête. Par exemple, le point de départ des Raisins de la colère de Steinbeck. Bravo, ça suit bien. J'ai même pas eu le temps de faire l'erreur que j'étais déjà corrigé.
Et ben en fait, au départ, l'intention de Steinbeck, c'était d'abord de faire une enquête. Et puis, il a tellement accumulé sans doute de matière que c'est lui-même, il s'est lancé plutôt dans l'écriture d'un grand roman. Au même moment, il y a deux autres personnes qui veulent enquêter sur la même misère du sud des États-Unis, liée à cette sécheresse et à la crise de 29. Et c'est le grand départ de cette littérature documentaire. Et maintenant, louons nos grands hommes, d'un écrivain américain qui n'est pas très connu en dehors de ce livre-là, qui s'appelait James Hadley, et d'un photographe, Walker Evans. Et donc, ils partaient tous les deux en se disant, voilà, on va essayer d'aller à la rencontre de cette misère-là, on va faire des photos et puis écrire des interviews, et ce sera publié par la presse. Ils n'ont pas vraiment réussi à publier ça dans la presse, ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'ils imaginaient sans doute, et c'est devenu ensuite un grand livre, mais qui est un livre très très étrange. Pourquoi très étrange? Et là, je vais en venir donc un peu à ce que je voulais vraiment... On dit toujours dans une bonne conférence, il faut une seule idée. Ben, vous allez voir, j'ai une seule idée. En fait, James Hadley, alors on se dit, tiens, c'est pas de la fiction, donc pas du tout. Hein, ils vont vraiment à la rencontre de ces métayers ultra pauvres. Les photos sont sidérantes pour documenter la pauvreté de ces gens-là, la misère blanche, c'est pas de la misère noire, là c'est la misère blanche. Donc c'est très choquant pour le public américain et c'est sans doute pour ça que justement ça n'a pas été publié. S'ils avaient documenté la misère noire, si ça se trouve, ça aurait été publié. Mais là, ce que tout d'un coup on montrait aux États-Unis, c'était qu'on pouvait être blanc et dans une misère colossale. Et ce ne serait pas étonnant que ce soit une des raisons de leur difficulté à publier. Et bien en fait, James Hadley, comme il voyage avec un photographe, d'une certaine manière, ça le libère, lui, dans l'écriture. Il n'est pas obligé de faire un travail journalistique en bonne et due forme. Il peut faire rentrer dans son texte des choses qu'un journaliste normalement s'interdirait. Notamment, alors j'avais un passage, mais il est trop long, donc je ne vais pas le lire, un passage où il fait une très très longue métaphore filée entre les temps bibliques et les gens qu'il rencontre, entre la poussière du sud des États-Unis et la poussière qu'il imagine en Palestine. Entre la nudité de cette vie-là et ce qu'on imagine pour les temps anciens, pour les temps mythologiques. Et donc c'est un texte qui passe plutôt pour un texte, à certains moments, un texte un peu halluciné, pas du tout un texte documentaire, pas du tout un texte objectif, pas du tout un travail de journaliste, c'est plutôt des espèces de visions. Alors, indépendamment du fait que le texte est par ailleurs écrit d'une manière bizarre, en tout cas très mal traduit à mon sens en français, des fois c'est très laborieux de le lire. Mais quand il y a ces grandes visions-là bibliques, on est très surpris par le fait qu'on se dit, mais bon sang, je pensais lire un témoignage sur la crise de 29, sur la misère aux États-Unis, et en fait je suis plutôt face à un texte un peu halluciné. Pour moi, ce truc-là est très important, parce que ce livre-là est un peu le grand ancêtre de cette littérature documentaire, avec certains textes de Jack London au début du siècle, pareil sur la misère à Londres, ou aussi au même moment Orwell qui écrit dans la Dèche à Paris et à Londres, qui sont vraiment des textes sans fiction, des textes documentaires. Mais ce texte américain, il est sidérant parce que il inaugure la littérature documentaire et immédiatement, il le fait d'une manière qui n'est pas orthodoxe. Normalement, on se dit, tiens, si c'est ça qui est le fondateur du genre, eh ben, ça va correspondre à l'idée que je me fais de ce genre-là. Ça va être objectif et journalistique. En fait, dès le départ, ça ne l'est pas. Et de fait, il n'y a pas un seul livre de la littérature documentaire qui correspond à ça. Il n'y a pas un seul livre qui ressemble à un travail de journaliste. Et c'est là où ça devient absolument passionnant, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est quoi le travail d'un écrivain? Un écrivain, je veux dire, de fiction. C'est essayer de montrer, il me semble, à quel point le réel est riche. Quand vous prenez un personnage, vous allez chercher à le montrer complexe, à le montrer ayant différentes facettes. Si je reviens à Stendhal, par exemple, les trois grands personnages de Stendhal sont à la fois des personnages magnifiques, donc ça a donné Gérard Philippe dans le rôle de Julien Sorel, donc des jeunes hommes qu'on a immédiatement envie d'aimer, qui sont pleins de panache, etc. Sauf que Stendhal n'hésite pas aussi à certains moments à les montrer ridicules.
à les montrer un peu infatués, un peu narcissiques, ou des fois carrément idiots, ne comprenant rien à ce qui se passe, ne comprenant rien au contexte politique à l'intérieur duquel ils veulent pourtant interagir, etc. Donc la littérature, la fiction, ça a toujours été ça. Normalement, c'était montrer les aspérités. Montrer la princesse de Clèves, par exemple, tenue par une règle morale, mais quand même désireuse de s'en affranchir, séduite, tentée de vivre cet amour. Elle se l'interdit, mais elle est séduite, elle voudrait quand même. Donc il y a du relief, il y a des aspérités, les choses sont complexes. Et en fait, les écrivains, quand ils vont comme ça, lentement, au fil de cette espèce de parcours là que j'ai essayé de montrer, quand ils vont plutôt passer du côté de la description du réel, plutôt se détourner de temps en temps de la fiction pour plutôt essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivent, ils vont pas, ça ne va pas être des renégats, ils ne vont pas se comporter en renégats, c'est-à-dire ils ne vont pas cracher sur ce qui les intéressait avant. Ils ne vont pas cracher sur cette complexité qu'ils cherchaient avant dans la fiction. En fait, ils vont passer du côté du documentaire avec cette même passion pour le doute, pour la complexité, pour le tremblement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, par exemple, faire un travail sur... moi, par exemple, quand je travaille sur ces ouvriers de la Creuse, je ne vais pas asséner un regard monolithique sur ces hommes et sur ces femmes. Je vais indiquer à chaque fois que je parle d'eux que je ne suis pas sûr de bien avoir compris leur motivation, qu'à certains moments, je ne suis pas obligatoirement d'accord avec ce qu'ils ont décidé de faire, mais si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Bref, de ne pas être dans l'affirmation, qui est un peu la fin de la littérature, et de rester dans le respect de tout ce qui peut nous échapper, de faire une place à tout ce qui peut nous échapper. Ce que j'ai aussi essayé de faire pour le Congo, c'est-à-dire je parlais avec ces jeunes femmes, j'aurais pu dire, voilà les raisons de leur misère, voilà pourquoi elles se comportent de telle et telle manière. Non, parce qu'il y avait aussi des moments où je me rendais compte que je ne comprenais pas grand-chose à leur motivation, que je ne comprenais pas grand-chose à leurs réflexes de vie, à leur forme de pensée, etc. Et donc c'est faire une place à tout ça, reconnaître qu'on n'est pas en position de maîtrise sur le réel. Et donc les écrivains qui, au fil du XXe siècle, comme ça, s'intéressent de plus en plus à la littérature documentaire, ne le font pas en délaissant ce qui les passionnait dans l'écriture littéraire. Au contraire, ils emmènent la littérature avec eux. Ils emmènent le talent qui est proprement le talent de la littérature pour justement montrer que tout est toujours complexe, qu'on n'est pas en position de maîtrise ou d'explication du monde. Alors, j'en viens maintenant au livre qui me passionne. Par contre, il est quand même... Oui, voilà, j'ai plus qu'un quart d'heure. Alors, un auteur que vous connaissez sans doute, Svetlana Alexievitch, dont je n'ai découvert l'existence et les livres que quand elle a eu le prix Nobel de littérature en 2015. Et ça a été justement un événement, précisément parce que pour les détracteurs d'Alexievitch, ou en tout cas pour ceux qui discutent un petit peu de la pertinence de son œuvre, ça s'apparente plus à du journalisme. Alors, je ne suis absolument pas d'accord, mais grosso modo, c'est ce qui lui était reproché. Et donc, ça a été une énorme surprise pour ces gens-là de voir qu'on donnait le prix Nobel de littérature à quelqu'un que eux classaient plutôt dans le genre journalistique. Alors, il n'y a pas tant de livres que ça d'elle. Il y a 5 grands livres. Je les trouve tous incroyables. Il y en a un qui s'appelle Dernier témoin, qui est peut-être beaucoup moins connu que les autres. Mais, grosso modo, quelle est la démarche? Parce que c'est la même dans tous les livres. Alors d'abord, elle se comporte un peu en historienne du temps présent, c'est-à-dire que son grand sujet dans tous les livres, c'est la fin de l'univers soviétique. Qu'est-ce qui fait? Comment comprendre? Comment consigner l'écroulement du système soviétique? Alors, le premier livre, qui est une merveille, qui est vraiment un livre incroyable, qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme » et qui date du milieu des années 80. Il a été publié en 1985. Alors lui, il est un tout petit peu à part, parce qu'en fait, ce livre-là consigne plutôt l'inverse, c'est-à-dire
toute cette génération de femmes qui avaient 20 ans en 1940, qui ont toutes, dès la déclaration de guerre, dès que l'URSS est rentrée en guerre, ont toutes voulu s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Et en fait, ces femmes-là étaient la toute première génération de gens passés par l'école soviétique et par la propagande soviétique. Et donc, elle les retrouve, elle les fait parler dans les années 70 et 80, et elle consigne ça. Qu'est-ce que c'était être dévoué corps et âme à l'Union soviétique? Comment parlaient ces femmes-là? Qu'est-ce que c'était leur héroïsme à elles? C'est un livre époustouflant sur tous les plans, sur le plan intime, sur le plan de la question féminine, sur le plan de la propagande, sur le plan de l'histoire soviétique, sur le plan de l'histoire européenne. C'est un livre incroyable. Bref, mais dès ce livre-là, en fait, elle pose sa méthode, et ça va être la même pour tous ses livres. Pour chaque livre, dit-elle, elle rencontre entre 600 et 700 personnes. Et donc ça dure très longtemps, elle prend presque 5, 6, 7, 8 ans pour chaque livre. Et elle ajoute cette chose supplémentaire que je trouve magnifique. Elle ne se contente pas de passer 2 heures avec chaque personne. Alors peut-être qu'avec certaines d'entre elles, oui. Mais quand elle tombe sur quelqu'un et qu'elle sent qu'il y a quelque chose, elle peut passer 2-3 jours avec cette personne. Et elle a cette phrase que je trouve admirable. Elle dit il faut rester longtemps avec quelqu'un parce qu'il nous faut toujours, à nous tous, tout le temps, beaucoup de temps avant qu'on se purge de la banalité qu'on a en nous. Par exemple, si moi on me demande ce que je pense de l'écologie aujourd'hui, je pense que pendant 1h30, je vais répéter ce que j'entends à droite à gauche, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Bref, il n'y aura rien de personnel. Ce sera une espèce de succédané de discours plus informés. Alors que peut-être au bout de 2 heures, j'en viendrai à des choses plus personnelles. Peut-être que là sortira quelque chose de plus intéressant, de plus sidérant, je ne sais pas. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle donne du temps aux gens. Et donc, ces livres, ensuite, sont d'énormes recueils de toutes ces voix-là. Et vraiment, elle cite les gens, et des fois, ça peut être pour un paragraphe, et des fois, ça peut être pour 4 pages avec la même personne, 10 pages avec la même personne, etc. Et ensuite, elle donne une architecture à l'ensemble. Ça, elle le fait donc dans tous les livres. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu, ça va dans le droit fil de ce que je disais, c'est-à-dire que un narrateur omniscient portant un regard comme ça sur les choses et sur le monde ou sur l'histoire, ça n'est plus possible, ça n'est plus tenable. En fait, il faut additionner des centaines de témoignages, des centaines de façons de regarder la réalité pour espérer en rendre compte. Donc par exemple, elle a fait un livre qui s'appelle La Supplication et qui porte sur la catastrophe de Tchernobyl. Et pareil, en ayant interrogé plus de 500 personnes, y compris des rescapés de la toute première heure, des gens qui habitaient dans la région, etc. Et c'est seulement en additionnant tous ces regards qu'on pourra avoir un peu la chair de l'événement. Si je continue avec La Supplication, dans La Supplication, il y a à la fois par exemple des paysans incrédules. Par exemple, un jour, elle raconte, il y a un paysan, il dit « Ouais, ils nous interdisent de manger nos fruits, ils nous interdisent de récolter nos légumes, ils disent qu'on ne doit pas creuser à plus de 50 cm, on ne doit pas utiliser ce qui vient de la terre à plus de 50 cm. Mais regardez cette pomme », et il prend une pomme et il croque dedans et il dit « Regardez comme elle est bonne », alors qu'ils sont à 10 km de la centrale. Donc, mais sauf que, en fait, si elle s'était contentée, par exemple, d'interroger des ingénieurs disant « Voilà, c'est une catastrophe pour telle et telle raison, voilà ce qui s'est passé, voilà la contamination des sols », en fait, non, on n'a pas l'événement à ce moment-là. En fait, il faut aussi ce paysan qui ne veut pas croire du tout à la chose et qui se suicide quasiment en direct en faisant ça. Et c'est en additionnant tous ces regards-là, en additionnant aussi les témoignages des femmes, des premiers pompiers à être rentrés dans le truc et qui ensuite les ont vus se décomposer en 4 jours, enfin, etc., etc. Et donc, voilà, il y a cette incroyable dimension chorale dans les livres qui est une façon d'essayer de ne pas perdre la réalité. C'est-à-dire que si elle enquêtait toute seule, elle pourrait courir le risque de la perdre, c'est-à-dire de manquer quelque chose. Alors que là, en reconstituant comme ça toute la prise de parole de tout un ensemble humain, elle arrive à rendre compte de la totalité des choses. Et donc ça n'est pas fait de manière chronologique, ça n'est pas fait de manière journalistique non plus, puisque dans un article, il y aura beaucoup plus de passages de narration, alors que là, on a vraiment que à chaque fois quasiment le témoignage. Il y a peu de moments où elle raconte les choses. On a vraiment que les gens qui parlent.
Je continue. François Bon. Alors François Bon, c'est un écrivain qui a 65 ans, je crois, aujourd'hui, et qui est un grand moment dans cette histoire-là, dans cette histoire de la littérature documentaire en français. Il a commencé à publier au début des années 80, en 1982, un livre qui s'appelait « Sortie d'usine ». Et très très vite, il a été un pionnier des ateliers d'écriture qui commençaient un petit peu, ça n'était pas encore généralisé comme aujourd'hui, non seulement des ateliers d'écriture, mais aussi du fait d'être en résidence à tel ou tel endroit, c'est-à-dire de ne pas vivre chez soi pendant un certain temps, et au contraire de répondre à des invitations qui commençaient à apparaître, des invitations de collectivités, par exemple dans son cas la mairie de Montpellier dans les années 80 ou la mairie d'Aubervilliers, pareil dans les années 80. On te donne un appartement, tu vis sur place et peut-être il en sortira quelque chose qui va renouveler ta littérature. Et François Bon, il a été pionnier à ces deux endroits-là. Être en résidence quelque part, être confronté à un réel qui nous dépasse complètement, qu'on ne connaît pas. Et lui, il venait de Vendée, il a grandi en Vendée, il a grandi dans les Charentes, et donc vivre à Aubervilliers dans les Tours, au-dessus des centres commerciaux, pour lui, c'était quelque chose de très sidérant et qui a effectivement beaucoup bouleversé sa façon d'écrire. Là, celui-ci, Prison, c'est un livre qui date de 1996 et qui est en fait le résultat d'un travail mené avec des prisonniers au sud de Bordeaux dans les années 90. Donc il y allait toutes les semaines, ou en tout cas très régulièrement, et travaillait avec ces prisonniers. Sauf que il ne le raconte pas comme un témoignage. Ça n'est pas un livre de témoignage. Ça n'est pas du tout, là encore une fois, un travail soi-disant objectif, écrit dans une langue qui serait une langue un peu objective, un peu neutre, un peu blanche. Je vais juste vous en lire un tout petit bout pour vous faire entendre justement cette langue-là. De la phrase « Le rejet est venu très tôt pour moi », et cette manière de repousser tout au bout ce qui relève du sujet et aurait dû, dans la tradition de la langue française, initier la phrase et non pas la conclure. C'est une grande ville près d'un fleuve que rien n'apprivoise, non pas même fleuve, mais bouche sur la mer, d'où un mascaret chaque soir remonte les berges noires, variant donc comme la mer et charriant à contre du mascaret tout son pays de montagne. Rive gauche, l'immensité de quais qui ont fait l'histoire de la ville, en face, les raffineries, les entrepôts et les usines, et des deux côtés, les groupes hauts de bâtiments qui se font face, autour et loin du vieux centre aux fenêtres noires, et la rue des Douves aux maisons murées, la ville posant sur la bouche de mer les 6 herses successives de ses ponts. Et loin de la ville sur la mer, par-delà ces ponts à train et ces ponts à camions et voitures, il y a Metz et Nancy. Et ce qu'on se souvient là-bas d'une ville, c'est d'abord la gare. À Metz, la rue dite du Pont des Morts, librairie Géronimo, j'étais contre la vitrine, le dos appuyé à la vitrine de verre, et devant moi des gens, des livres, les gens serrés dans une pièce avec des livres, et dans la rue, au moment que je m'étais retourné sur mon épaule gauche, le nez contre la vitrine sous un bonnet de laine, une face en ovale, et qu'est-ce que j'en aurais vu, sinon que sous le bonnet de laine, il riait. Mais les deux mains repliées en griffes au niveau du visage, oui, c'est cela dont je me souvenais, et le lendemain matin déposé à la gare par le libraire, le même type était là dans le milieu du hall, et parlait seul et hurlait. Le libraire confirmait que c'était lui, l'apparition à la vitrine avec les ongles au-dessus de la tête. Nancy, j'y allais souvent, on en avait parlé avec Brulin. Je travaillais avec le théâtre, j'avais dit en restant dans le vague. La manufacture, tu vois où c'est ? J'avais proposé ce jour-là qu'on parle des moments où, dans la vie à soi, les chemins bifurquent. J'avais amené ce livre qui s'appelle « La cave » et commenté sa première phrase « Le jour où j'ai pris le chemin opposé ». Savoir quel jour, eux, ils avaient eu ce sentiment de prendre l'autre chemin. Et comme l'un d'eux ici avait écrit ça dans son texte, le rejet est venu très tôt pour moi. La semaine suivante, je leur avais demandé à tous de s'expliquer sur ce mot « rejet », disant qu'il y avait là une responsabilité du monde dans les destins individuels, et qu'on pouvait témoigner de ce qui, sans nous, n'aurait pas mémoire. Non pas donc une histoire personnelle, mais ce à quoi il nous a été donné d'assister qu'on n'approuvait pas, et ce langage-là, il savait le comprendre. S'en aller droit debout dans la parole et rien d'autre. Les mots, les faire sonner comme sur un bouclier de métal poli contre le corps tenu.
Brulin n'était pas sorti de la prison avec son bouclier tenu. Des histoires dont il n'y avait pas à se faire complice, rien, pas d'admiration, se faire non jugeant, mais retourner cette parole objective vers le monde au dehors qui, d'ordinaire, se refuse à l'entendre, parler pour ceux qui ne veulent pas entendre. Vous voyez, c'est un texte très tumultueux. Je l'ai vraiment lu en respectant sa scansion, sa ponctuation. On est clairement dans un texte où la forme est ultra travaillée et où il y a une intention dans la forme, quoi. Il ne s'agit pas juste de dire, voilà, j'ai rencontré Brulin dans telle prison, ce jour-là on faisait un atelier d'écriture et il m'a raconté de quelle manière il a été abandonné par ses parents, etc. S'il fait ça, il ne va pas il nous émouvra moins. Alors évidemment, là, le texte se présente très dense, il faut passer du temps avec lui pour bien le déplier, pour voir tout ce que ça décrit, pour voir tout ce que ça raconte. Mais moi, c'est un texte, voilà, je l'ai découvert quand il a été publié en 96. Tous les ans, je le relis. Et souvent, je le lis comme ça dans des rencontres. Et il m'a fallu un temps fou pour entendre tout ce qu'il y avait à entendre dans ce texte-là. Donc vous voyez, on est dans le réel le plus prosaïque, atelier d'écriture en prison, etc. On est dans la description du quotidien d'un écrivain, et en même temps, c'est un livre qui veut à toute force s'inscrire dans l'histoire littéraire. Ce n'est pas du tout pour documenter la réalité sociale, c'est complètement autre chose. C'est qu'est-ce que font ces vies-là à mes pratiques d'écrivain. Je vais vous donner un autre exemple qui me plaît beaucoup, qui est un exemple beaucoup plus récent, qui date d'il y a 2 ans. C'est un livre de poèmes qui a été publié par un petit éditeur qui s'appelle La Contre-Allée, un livre qui s'appelle Rouge Pute, de Perrine Lequerec. Je vais juste vous lire 2 poèmes, et vous allez voir, vous allez comprendre quel est le sujet de l'ensemble du recueil. Et je vais mal répondre, et ça va recommencer. Et je vais me taire, et ça va se calmer. Et je vais partir, et ça va être terrible. Et je vais retomber, et ça va me blesser. Et je vais rester, et ça va durer. Et je vais mourir, et ça va se terminer. Et je vais tout dire, et ça va pas aller. Et je vais, et ça va. Et je vais désobéir, et ça va me sauver. Et je vais dénoncer, et ça va s'arranger. Et je vais oser, et ça va tout changer. Et je vais vivre, et je vais, et ça va. En cachette, la fin du monde. En cachette, gober du Valium. En cachette, acheter un téléphone portable. En cachette, voir ma mère, ma sœur. En cachette, conserver les certificats médicaux. En cachette, la robe pleine de sang, le visage tuméfié, les nerfs déchirés. Ma vie entre parenthèses, entre 2 gifles, 2 insultes. Vas-y, menace-moi, vas-y, vas-y, casse mes doigts, vas-y, vas-y, achève-moi, vas-y. En cachette, espérer. Et donc c'est tout un recueil qui est le résultat d'un travail fait par Perrine Lequerec avec des femmes battues. Et là encore, elle aurait pu être tentée, en parlant avec ces femmes, elle aurait pu être tentée de raconter d'une manière un peu journalistique ce qu'elle lui confiait. Et en fait non, elle en a fait des poèmes. Ce qui surprend, parce que c'est pas l'idée qu'on se fait de la poésie, quoi. On se dit pas, tiens, je vais faire un recueil de poèmes sur les violences faites aux femmes. Ça semble totalement anti-poétique. Sauf que j'ai pas le temps de les commenter, et puis peut-être que ça s'entend de toute façon sans avoir besoin d'un guignol qui les commente, mais là, il y a une puissance de déflagration de ces textes et de ces voix-là, tels que c'est mis en scène là dans le poème, c'est-à-dire nous faire naviguer en 3 mots entre l'effroi devant la violence et l'espoir qui dure, l'espoir qui se maintient. Ah mais non, mais allez, demain ça ira mieux, ah puis demain il sera moins violent, et puis et je peux encore y croire. Il y a encore, voilà. Et ça, cette chose qui, pour tous les témoins de ce genre de drame, est incompréhensible, et bien là on est au cœur de ça. C'est-à-dire on n'a pas d'explication, mais par contre on est au cœur de ça. Toutes les femmes battues le disent tout le temps, hein, ça a duré 10 ans, mon enfer, etc. Mais pourquoi tu partais pas? Ben, je ne pouvais pas, ou je n'y arrivais pas. Et en fait, ce mécanisme-là, on ne le comprend jamais de l'extérieur. Et de fait, le but du jeu, ce n'est pas tellement de nous le faire comprendre, de trouver des explications, mais c'est déjà de nous faire sentir à quel point c'est là. Faire sentir que
ça ne rend pas ces femmes battues coupables. Non, il y a un enfermement psychologique. Et là, le poème nous invite à l'entendre, sans juger, sans... donc vous voyez, là encore, on aurait pu lui dire, bah, vas-y, tu es au contact de ces femmes-là, donc documente ce réel-là et fais un travail d'enquête. Et en fait, non, elle décide de ne pas démissionner de sa vraie vocation qui est la poésie, et en même temps, elle est gagnante sur les deux plans. C'est-à-dire que sur le plan strict de l'écriture du poème, c'est très surprenant et très émouvant, et sur le plan du témoignage, je pense que c'est 100 fois plus fort que si elle avait consigné juste leur témoignage. Un autre rapidement, parce que ça y est, là je suis déjà plus dans le temps qu'on m'autorisait, mais très rapidement. Le dernier grand livre de Claude Simon, donc Claude Simon qui est un des auteurs qui me fascine le plus, donc qui est né en 1913, et qui est mort en 2005, qui a eu le prix Nobel de littérature, c'est le dernier, non c'est pas le dernier, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1985. C'est une œuvre très dense, mais incroyablement riche, et c'est pareil, moi il m'a fallu plusieurs années avant de réussir à bien rentrer dedans, à comprendre ce que j'étais en train de lire, etc. Et ce livre-là, Le Jardin des plantes, c'est un livre très étonnant. Je vous lis juste la description qui en est faite au dos. Entre le muséum, les serres et la ménagerie, le Jardin des plantes, à Paris, réunit des centaines de minéraux, de végétaux et d'animaux dans un spectacle chaque fois différent pour le promeneur qui parcourt ses allées. Le livre, lui, celui-ci, amalgame des fragments épars d'une vie d'homme au long de ce siècle et aux quatre coins du monde. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si, comme dans une autobiographie, chacun des éléments est indissolublement lié au vécu, l'ensemble, conçu, inventé et construit comme une œuvre en soi, constitue plutôt ce que l'on pourrait appeler le portrait d'une mémoire. Le portrait d'une mémoire. Donc à nouveau un travail, disons, de mémorialiste, sauf que là encore, plutôt que de prendre les choses dans l'ordre chronologique, qui est en fait toujours hyper trompeur, qui est une façon d'organiser ce qu'on a pu vivre, qui ne rend pas compte en vrai de la façon qu'on a de la vivre. Pourquoi? Parce que peut-être que là, en rentrant dans la salle, tout d'un coup, j'ai été saisi par, je ne sais pas, le volume qui m'a fait penser à une salle dans laquelle j'allais quand j'étais gamin. Et donc, tout d'un coup, mon actualité de 1983 percute ce que je suis en train de faire en 2021. Et c'est pareil pour tout ce qu'on vit tout le temps, à n'importe quel moment de la journée. Donc, il prétend faire un livre de mémoire, un travail de mémorialiste, et en même temps, il ne va pas le faire comme ça en respectant l'ordre chronologique. Il va au contraire essayer de tisser en permanence entre différents moments de sa vie, des espaces d'écho et relier ensemble des moments exactement comme Proust l'a fait dans La recherche du temps perdu. Proust raconte que le narrateur de La recherche, à un moment, rentre dans la cour de l'hôtel de Guermantes, bute contre un pavé, et tout d'un coup, il est saisi, il s'arrête, il se dit « Ah, ça me fait penser à quelque chose ». Et il se met à chercher, et tout d'un coup, c'est le souvenir d'avoir buté de la même manière sur des pavés à Venise. Et tout d'un coup, il refait une description de la cour de l'hôtel de Guermantes comme si on était à Venise. Tout d'un coup, il y a Venise qui se superpose à ce qu'il est en train de vivre. Et donc là, non seulement Claude Simon décide de se passer comme ça de la façon d'écrire traditionnellement des mémoires, mais en plus, il va faire ce qu'il n'avait encore jamais fait dans ses livres, il va proposer tout un travail sur l'espace de la page. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous décris. Là, vous avez donc des paragraphes très différents qui se succèdent, et là, on commence un récit. Un récit, un souvenir d'enfance quand il est tout gamin et que sa mère utilise les vacances scolaires pour faire le tour de toutes les zones de combat de 14-18 dans l'espoir de retrouver la tombe de son père. Donc il passait toutes les vacances scolaires à faire tous les cimetières comme ça aux alentours de Verdun pour essayer de... il raconte ça. Sauf que là, tout d'un coup, le texte se fractionne et ce récit continue juste dans la colonne comme ça. Et là, il y a un autre texte qui commence. Et alors, évidemment, ça pose des tas de problèmes de lecture, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce que je dois m'arrêter dans la lecture de celui-là ou est-ce que je dois reporter la lecture de celui-là à plus tard? Parce qu'ensuite, quand vous tournez la page, là, le premier texte est devenu celui-ci et l'autre est là. Donc ça c'est incroyable. Et pareil, il y a un texte qui se termine alors que l'autre se termine avant.
Donc ces deux textes-là sont vraiment compactés l'un avec l'autre, alors que l'autre n'a rien à voir. C'est dans les années 80, Claude Simon est dans un café avec quelqu'un qui lui montre une photo de la guerre d'Espagne dont Claude Simon a été un témoin, et l'autre le provoque, et il y a une espèce de tension comme ça entre ces deux hommes. Donc d'un côté, parcourir les cimetières avec ma mère en 1919, et de l'autre côté, quelqu'un qui me provoque dans les années 80 en cherchant à me faire parler de la guerre d'Espagne. Et en fait, vous lisez ça, et tout le travail du lecteur, ensuite, c'est patiemment de voir quels sont les liens, comment un texte nourrit l'autre, comment un texte change la couleur de l'autre, etc. Donc là aussi, il y a un travail incroyable sur le plan littéraire qui fait que, là encore, ce n'est pas du tout un travail de mémorialiste, genre je vais vous raconter mon siècle. C'est beaucoup, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et ça nous fait rentrer dans l'épaisseur, justement, dans l'épaisseur. J'ai plus le temps, je suis obligé de raccourcir mes phrases. Bon, oui, et je termine avec un truc plus rapide sur 2 livres. Ça amène aussi cette attention comme ça vers le dehors, vers le réel. Ça amène des auteurs à beaucoup se mettre en scène. Alors c'est pas le cas là dans Claude Simon, c'est-à-dire que Claude Simon a beau dérouler sa mémoire et son siècle, ça n'est pas du tout narcissique. Mais évidemment, il y a aussi tout un pan de la littérature qui est ultra narcissique, et vous en entendez parler souvent, puisque les journalistes adorent parler de ce genre de livre, c'est tout ce qu'on range sous la catégorie autofiction. Mais dans l'autofiction, il y a tout, il y a à boire et à manger. Il y a des auteurs comme d'un côté Christine Angot, et puis de l'autre côté, il y a des auteurs comme Emmanuel Carrère. Alors, Emmanuel Carrère, c'est très étrange. Je ne suis pas un ultra fan de ce qu'il fait, mais j'avoue qu'il y a des choses qui m'intriguent beaucoup dans son travail. Je vais juste vous donner un exemple, un livre que peut-être vous connaissez parce que ça a été un énorme succès de librairie, D'autres vies que la mienne. Alors, c'est un livre très bizarre. Les 60 premières pages sont consacrées aux vacances d'Emmanuel Carrère en Indonésie au moment du tsunami, et comment donc il a été pris là-dedans, courant à un hôpital pour essayer de voir si les voisins du guest house voisin étaient encore en vie. Enfin, bref, bon. Et les 200 pages suivantes, c'est pour raconter, mais vraiment par le détail, d'une manière vraiment admirable, le travail d'une petite juge, de 2 juges dans la région de Vienne qui devaient traiter des contentieux commerciaux et notamment des dettes accumulées par les consommateurs qui font du qui achètent comme ça des trucs à crédit et qui ensuite se retrouvent endettés comme c'est pas possible. Et en fait, cette deuxième partie-là du livre, moi je la trouve absolument admirable parce que justement, il s'efface beaucoup et il fait l'effort de nous expliquer comment tous ces trucs de crédit à la consommation sont des vraies grosses arnaques. C'est-à-dire comment ces 2 juges ont réussi à prouver que c'était des arnaques pas possibles. Comment ils ont réussi à forcer ces organismes, genre comme Cofidis et tout ça, à revoir complètement leurs publications et à assumer en fait par le... Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un travail d'enquête. Mais sauf que donc Emmanuel Carrère, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Mais à chaque fois de manière... Mais c'est tout le temps... C'est nul, c'est tout le temps nul, c'est tout le temps bête, à chaque fois qu'il fait ça. Et par contre, à côté, quand il s'oublie un peu, eh ben, moi je trouve ça assez admirable. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à rencontrer des personnes qui effectivement avaient quelque chose de passionnant à raconter, qui n'est pas raconté le reste du temps, etc. Donc voilà. C'est pas parce qu'on parle de soi, c'est pas parce qu'on se met en scène, et c'est même pas parce qu'on est un peu ridicule quand on se met en scène, que pour autant, on va pas arriver, donc dans une littérature très égotiste, on va pas arriver quand même à rapporter à l'intérieur du livre des éléments du réel absolument passionnants. Et je termine juste avec... dans la même catégorie, William Vollmann, qui est un espèce de monstre de la littérature américaine, qui est né en 59, donc je ne sais pas quel âge ça lui fait, mais il n'est pas âgé, quoi, il n'est pas en fin de vie. Non, mais c'est pour aller vite. Je vous ai dit, j'ai plus le temps. Mais il a déjà écrit genre une 40aine de livres, et dont plusieurs font 500 ou 600 pages. Donc c'est un graphomane invraisemblable. Et dans ce livre, Pourquoi êtes-vous pauvre ? C'est 20 années de voyage partout dans le monde. Alors je peux vous dire très rapidement...
en Afghanistan, au Vietnam, en Hongrie, au Pakistan, en Russie, en Thaïlande, en Inde, aux États-Unis, en Virginie, en Australie, en Irlande, au Congo, en Thaïlande, au Pakistan, etc. Bref, vraiment partout. Et à chaque fois, au fil de ces voyages-là, il rencontrait donc des gens, et la question qu'il leur posait, c'est pourquoi êtes-vous pauvre? Et en fait, ce que ça a de passionnant, c'est que c'est pareil, c'est un peu comme Emmanuel Carrère, il ne cherche pas à se cacher dans son texte. C'est-à-dire qu'on le voit, lui, interroger ces gens, et on le voit aussi être agacé des fois par eux, être des fois très méprisant avec les gens qui l'interrogent. Et donc il le dit, par exemple, il dit, je vois en permanence, à chaque fois qu'on parle, il y a sa fille qui pleure dans un coin. Pourquoi? Parce que sa mère est alcoolo, donc la femme avec qui il est en train d'échanger, et en fait il lui donne aucune circonstance atténuante. C'est-à-dire, il ne se dit pas, tiens, je vais faire une enquête sur la pauvreté, donc je vais m'absenter du livre, je ne suis pas le sujet du livre, je me retire du livre. Pas du tout. Ça ne le dérange absolument pas d'être, d'une certaine manière, ultra présent dans son enquête et d'avoir toujours un point de vue comme ça, soit moral, soit... si, moral. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça n'est pas un problème? D'abord parce qu'en fait, ça le met dans un espèce d'état d'irritation qui nous fait apparaître les gens qu'il a en face de lui. C'est-à-dire que s'il était que dans l'acceptation, par exemple, de l'alcoolisme de cette femme en Thaïlande, il nous rendrait moins bien à quel point ça peut être embarrassant de se retrouver coincé chez quelqu'un avec une femme qui est quasiment ivre-morte, pendant qu'il y a la petite fille qui pleure et qu'il y a la grand-mère qui gueule pour essayer que la situation évolue. Le fait qu'il donne toutes ces traces d'agacement nous plonge dans la même gêne que si on était sur place. Alors que s'il n'y a pas ça, s'il nous parle juste de l'alcoolisme de cette femme, on n'est pas bousculé par... Alors qu'on se représente bien la chose. Si on était là coincé pendant 3 heures avec cette femme-là, au bout d'une heure, on n'en peut plus, on a envie de partir, on a envie de la secouer, on a envie de lui dire « mais bon sang, ta fille, tu peux pas, faut que tu t'en occupes », etc. Donc il y a le fait qu'il parle de lui n'est pas un obstacle pour accéder au réel, c'est au contraire quelque chose qui va nous le rendre incroyablement sensible, ce réel-là. Voilà, je termine avec cette idée que la littérature documentaire, c'est pas parce que tout d'un coup, le focus est mis sur la réalité et qu'on laisse de côté l'idée de fiction, ça n'est pas pour cette raison-là qu'on abandonne la littérature, pas du tout. C'est au contraire, la littérature documentaire, elle peut utiliser le poème, elle peut utiliser une syntaxe incroyablement travaillée, elle peut utiliser des dispositifs formalistes hyper élaborés qui vont poser que des problèmes de lecture aux gens, on peut se mettre en scène et apparaître soi-même. Bref, ça n'est pas parce qu'on se tourne du côté du réel qu'on renonce à la littérature. Et j'ai même envie de dire l'inverse, c'est au contraire, précisément parce qu'on ne renonce pas à la littérature que tout d'un coup on accède réellement au réel. Et que des travaux de journalistes font toujours moins date que ces livres-là. Il faut vraiment être très très fort, par exemple un peu comme Florence Aubenas, il faut vraiment être très très fort pour que tout en restant dans un genre journalistique, ça puisse être des livres qui vont faire date. Le reste du temps, c'est des livres qu'on lit, mais qui ne nous marquent pas et qui en fait servent de terreau pour ensuite d'autres livres, justement pour des œuvres littéraires. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup sidéré. Je ne pensais pas que c'était... Je pensais qu'en me tournant vers des sujets très réels, des sujets qui supposaient une enquête, je pensais que c'était renoncer à l'écriture littéraire. Et en fait, au fil de mes lectures et de l'écriture de mes propres livres, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Bon appétit!